Ayant grandi à Lakefield, dans le Michigan, Amanda et moi étions inséparables. Avec seulement 2 ans d'écart, nous partagions tout, des secrets aux rêves. Elle était l'intellectuelle avec des notes parfaites, tandis que j'étais le solutionneur de problèmes créatifs qui pouvaient tout réparer. Notre éducation modeste nous a appris à valoriser la famille par-dessus tout. Nos parents occupaient plusieurs emplois pour mettre de la nourriture sur la table, et nous avons appris très tôt à nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Je me souviens encore des nuits d'été où nous nous asseyions sur notre balançoire de porche délabré, planifiant nos avenirs sous des cieux étoilés. Amanda parlait de devenir une avocate puissante, luttant pour la justice dans des batailles judiciaires spectaculaires. Je partageais mes rêves de créer une entreprise de conseil financier qui aiderait les gens ordinaires. Nous nous étions promis solennellement de toujours être là l'un pour l'autre, peu importe comment nos chemins divergeraient. Tout a changé quand Amanda a été acceptée à la faculté de droit de Baldwin avec une bourse partielle. Nos parents ont rassemblé tout ce qu'ils pouvaient, mais ce n'était pas suffisant. Je venais de commencer à gagner un salaire décent à mon premier vrai travail après l'université, alors j'ai vidé mon compte d'épargne pour couvrir son premier semestre. « Tu ferais la même chose pour moi », lui ai-je dit. Et j'y croyais complètement. À la faculté de droit, Amanda a rencontré Jack Westfield, héritier d'une dynastie juridique avec des relations dans tout l'État. Leur relation a évolué rapidement, et à chaque visite à la maison, je remarquais des changements subtils chez ma sœur. Ses vêtements de friperie ont été remplacés par des marques de créateurs. Son discours incorporait de nouvelles phrases et des références que je ne comprenais pas. Elle a commencé à corriger mes manières à table lorsque nous sortions dîner. C'est juste une partie de l'ascension sociale, Amish, expliquait-elle avec un sourire condescendant chaque fois que je lui faisais la remarque. Tu ne comprendrais pas parce que tu as choisi de rester dans ton confort. Pourtant, je suis resté un soutien. Quand elle a appelé à minuit en pleurant à cause d'un échec à un examen crucial, j'ai conduit 3 heures jusqu'à son campus, lui apportant ses plats réconfortants préférés et l'aidant à étudier jusqu'à l'aube. Quand Jacques a temporairement rompu avec elle pendant leur 2e année, je l'ai laissé s'installer dans mon appartement pendant 2 semaines, écoutant son chagrin et la rassurant sur sa valeur au-delà de toute relation. Alors que sa relation avec Jacques reprenait et devenait plus sérieuse, les visites d'Amanda à la maison se sont raréfiées. Elle prétextait une charge de travail, des obligations de stage ou des événements avec la famille de Jacques. Nos parents l'ont remarqué mais n'ont rien dit, ne voulant pas paraître désapprobateurs de son succès. Quand l'invitation de mariage est finalement arrivée, j'ai été surpris de voir que je n'étais pas inclus dans le cortège. Amanda a expliqué que la famille de Jacques insistait sur un cortège équilibré, ce qui signifiait que ses 4 garçons d'honneur exigeaient exactement 4 demoiselles d'honneur de son côté. Étant son seul frère, je n'ai malheureusement pas été retenu. J'ai accepté cela avec grâce, toujours enthousiaste à l'idée de célébrer son jour spécial. J'ai passé des semaines à chercher le cadeau parfait, optant finalement pour la montre suisse vintage de notre grand-père. Il me l'avait laissé dans son testament, mais Amanda l'avait toujours admiré. Je pensais que ce serait significatif, reliant sa nouvelle vie à notre passé commun. La semaine avant le mariage, j'ai essayé d'appeler Amanda plusieurs fois pour confirmer les détails, mais elle répondait rarement. Quand elle le faisait, les conversations étaient précipitées et impatientes. J'ai mis ça sur le compte du stress d'avant-mariage. 2 jours avant la cérémonie, j'ai croisé mon vieil ami de lycée, Tyler, à l'épicerie locale. Il a mentionné avoir assisté à un somptueux enterrement de vie de garçon et de jeune fille pour Amanda et Jacques dans un vignoble le week-end précédent. C'était incroyable, mec. Bar ouvert, nourriture gastronomique, nuitée pour tout le monde, s'est-il extasié. Je suis resté figé dans le rayon des fruits et légumes, une pomme à la main. Je n'avais même pas eu connaissance de cet événement, et encore moins été invité. Ce soir-là, j'ai appelé notre plus jeune sœur, Grace, qui a confirmé mes soupçons grandissants. Amanda m'avait systématiquement exclu de toutes les festivités pré-mariage. Pire, elle racontait à ses nouveaux amis que j'étais instable et perturbé pour expliquer mon absence. Elle a dit à Stacy que tu avais des problèmes de colère et qu'on ne pouvait pas te faire confiance en société, a dit Grace doucement. Je l'ai confrontée à ce sujet, mais elle a dit que je faisais du drame. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. La sœur que j'avais soutenue inconditionnellement pendant des années m'effaçait activement de son récit, remplaçant notre histoire commune par des inquiétudes fabriquées sur mon caractère. Malgré cette révélation douloureuse, je prévoyais toujours d'assister à son mariage. La famille, c'était la famille après tout, et j'espérais que nous pourrions régler les choses après la célébration. Comme je me trompais lourdement.
Le matin du mariage d'Amanda s'est levé, clair et lumineux. Je me suis réveillé tôt, j'ai soigneusement repassé mon nouveau costume et j'ai ciré mes chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent comme celles d'un militaire. La cérémonie n'était pas avant 16 heures, mais j'avais promis d'arriver tôt pour aider avec les préparatifs de dernière minute. L'élégante invitation spécifiait le Lakeshore Grand Hotel, un monument historique récemment rénové qui accueillait exclusivement des événements de luxe. Le trajet a duré 45 minutes, me donnant amplement le temps de répéter ce que je pourrais dire à Amanda. Je voulais clarifier les choses concernant les exclusions pré-mariage sans créer de drame le jour de son mariage. La montre du grand-père était dans une boîte en bois sculptée à la main sur le siège passager, emballée dans du papier argenté avec un simple ruban bleu. L'hôtel était encore plus impressionnant de près. Une façade en calcaire resplendissante sous le soleil de printemps, des voituriers en uniformes impeccables gérant une flotte de véhicules de luxe, et des cascades d'orchidées blanches encadrant l'entrée. En arrivant, j'ai remarqué que ma Toyota de 5 ans semblait nettement déplacée parmi les Mercedes et les BMW. Non pour le voiturier, monsieur, a demandé un jeune préposé. Amish Carter. Je suis le frère de la mariée. Quelque chose a vacillé sur son visage. Reconnaissance? Surprise? Avant que son masque professionnel ne se remette en place. Il m'a tendu un ticket et m'a dirigé vers la salle de bal Magnolia au 3e étage. L'ascenseur était couvert de miroirs, me donnant une dernière chance de vérifier mon apparence. J'ai ajusté ma cravate, aplati une mèche rebelle et pratiqué mon sourire le plus sincère. Quelle que soit la tension entre Amanda et moi, aujourd'hui était consacrée à célébrer son bonheur. La salle de bal Magnolia avait été transformée en un pays des merveilles de cristal, d'argent et de roses blanches. Un orchestre de 12 musiciens s'installait dans un coin tandis que des fleuristes faisaient les derniers ajustements au centre de table élaboré. J'ai repéré la future belle-mère d'Amanda, Catherine Westfield, dirigeant le personnel avec une précision militaire. Elle a levé les yeux à mon approche, mais n'a montré aucun signe de reconnaissance. « Excusez-moi » ai-je dit. « Je suis Amish, le frère d'Amanda. Je suis ici pour aider avec tout ce qui doit être fait. » Les sourcils parfaitement dessinés de Catherine se sont légèrement haussés. « Oh, vous êtes Amish. » Elle m'a examiné avec un détachement clinique. « Amanda n'a pas mentionné que vous arriveriez tôt. » Elle m'a demandé de l'aider, ai-je menti, essayant de maintenir ma dignité. « Y a-t-il quelque chose de spécifique que je puisse faire ? » « Je pense que nous avons tout bien en main, » a-t-elle répondu froidement. « Le cortège se prépare dans les suites privées. Peut-être devriez-vous simplement vous asseoir et ne pas déranger. » Avant que je puisse répondre, une voix familière a appelé. « Amish. » Je me suis retourné pour voir Grace se précipiter vers moi, magnifique dans une robe de demoiselle d'honneur bleu pâle. À 19 ans, elle était la Benjamin de notre famille, toujours à l'université, et heureusement épargnée par la prétention qui avait infecté Amanda. « Je suis si contente que tu sois là tôt, » a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. « C'est bizarre. Vraiment bizarre. »« Que veux-tu dire ?» Elle a baissé la voix, jetant un coup d'œil autour d'elle. Amanda a agi étrangement toute la matinée. Super tendue. Et quand ton nom a été mentionné, elle a immédiatement changé de sujet. Un serveur est passé avec un plateau de flûte de champagne, et Grace en a attrapé 2, m'en tendant une. « Viens, sortons une minute. » Nous avons trouvé un endroit calme sur un balcon donnant sur les jardins de l'hôtel. En bas, des photographes s'installaient pour la cérémonie, arrangeant les chaises et testant l'éclairage. « J'ai entendu des choses, » a dit Grace, s'appuyant contre la balustrade. Amanda et Stacy parlaient dans la suite nuptiale quand elles pensaient que j'étais dans la salle de bain. Elles ont mentionné quelque chose à propos d'un siège dans le couloir et en ont ri. Puis Stacy a dit, « Es-tu sûr que cette farce ne va pas trop loin ?» Et Amanda a juste dit, « Il le mérite après ce qu'il a fait. » Ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle pense que j'ai fait? Grace a secoué la tête. Je n'en ai aucune idée, mais la famille de Jacques est bizarre à propos du statut social. Vraiment obsédée par les apparences. Amanda semble désespérée de les impressionner et d'une manière ou d'une autre, tu es devenu un inconvénient. J'ai vidé mon champagne en essayant de digérer cette information. Devrais-je simplement partir avant le début de la cérémonie? Non, a dit fermement Grace. Ta place est ici. Tu es de la famille. Plus important encore, tu n'as rien fait de mal. Quel que soit le jeu auquel Amanda joue, ne la laisse pas gagner en disparaissant. Nous avons été interrompus par l'arrivée de l'oncle de Jacques,
Franck, un homme petit et trapu avec une tignasse de cheveux blancs et des yeux étonnamment bienveillants. Je l'ai reconnu sur des photos qu'Amanda avait partagées. Contrairement au reste des Westfield, il avait bâti sa fortune à partir de rien plutôt que d'en hériter. « Vous devez être amiche », a-t-il dit en tendant la main. « J'ai entendu des choses intéressantes à votre sujet. » Je me suis préparé, mais sa poignée de main ferme et son regard direct semblaient sincères. « Que des bonnes choses, j'espère », ai-je répondu prudemment. « Des avis partagés », a-t-il dit avec un sourire ironique. « Mais j'ai appris à me forger ma propre opinion. Jacques parlant bien de vous. » Cela m'a surpris. Je n'avais rencontré Jacques qu'une poignée de fois, et nos interactions avaient été cordiales, mais distantes. C'est bon à entendre. Je ne le connais pas bien, mais il semble rendre ma sœur heureuse. L'expression de Franck a légèrement changé. Vraiment? Intéressant. Il a jeté un coup d'œil à sa montre. La cérémonie commence bientôt. Je devrais trouver ma place. Peut-être pourrons-nous parler davantage à la réception. Alors qu'il s'éloignait, Grace m'a serré le bras. Je dois retourner avec les demoiselles d'honneur. Ça ira? Bien sûr, l'ai-je rassuré. Ce n'est qu'un mariage. Quel est le pire qui pourrait arriver? J'ai passé l'heure suivante à aider des parents âgés à trouver leur place pour la cérémonie, à bavarder avec des cousins éloignés et à éviter le regard désapprobateur de Catherine Westfield. Alors que les invités commençaient à arriver en masse, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des gens que je n'avais jamais rencontrés me regardaient avec des expressions allant de la curiosité à la pitié, en passant par un amusement à peine dissimulé. Deux amis de Jacques se sont donné un coup de coude à mon passage, chuchotant derrière leurs mains. Le soupçon grandissant que j'étais l'objet d'une blague en cours me serrait l'estomac, mais j'ai gardé mon sang-froid. C'était le jour d'Amanda, et je ne serais pas celui qui le perturberait. Juste avant la cérémonie, je me suis glissé dans la dernière rangée de chaises dans le jardin. Le décor était à couper le souffle. Des pétales de roses blanches jonchaient l'allée, un hôtel sous un dé encadré par le lac au-delà, un quatuor à cordes jouant doucement pendant que les invités prenaient place. Nos parents ont été escortés au premier rang, maman s'épongeant déjà les yeux. Quand Amanda est apparue au bout de l'allée au bras de notre père, j'ai eu le souffle coupé. Elle était radieuse dans une robe finement perlée qui devait coûter plus que mon salaire d'un an. Malgré tout, la fierté a gonflé dans ma poitrine. Ma petite sœur, la fille déterminée qui avait étudié à la lueur d'une lampe de poche pendant les pannes de courant, se mariait dans une vie de sécurité et de privilèges. La cérémonie a été brève mais charmante. Amanda et Jacques ont échangé des vœux personnalisés qui ont provoqué à la fois des rires et des larmes chez les invités. Lorsqu'ils ont été déclarés mari et femme, tout le monde a éclaté en applaudissements. J'ai applaudi jusqu'à ce que mes paumes me fassent mal, sincèrement heureux pour elle à ce moment-là. Alors que les invités commençaient à se diriger vers la salle de réception, je suis resté dans le jardin, rassemblant mes pensées. La boîte du cadeau semblait lourde dans ma poche. Malgré l'étrangeté décrite par Grace, malgré les regards bizarres et les chuchotements, la réception serait sûrement l'occasion de renouer correctement avec ma sœur. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. La réception devait commencer par un cocktail suivi d'un dîner et d'une soirée dansante dans la grande salle de bal. Une foule s'était déjà formée autour du plan de table affiché sur un chevalet doré et orné. J'ai attendu patiemment mon tour pour trouver ma table, répétant un message de félicitations pour Amanda et Jacques. Lorsque la foule s'est éclaircie, je me suis avancé et j'ai parcouru les cartons disposés par ordre alphabétique. Carter, Carter. Mes parents étaient à la table 1, la table d'honneur. Grace était listée à la table 2, mais mon nom n'y était pas. J'ai vérifié à nouveau, parcourant méthodiquement chaque carton. Rien. Excusez-moi, ai-je dit à un membre du personnel à proximité. Je ne trouve pas mon nom sur le plan de table. Je suis Amish Carter, le frère de la mariée. La jeune femme a consulté sa tablette, faisant défiler ce qui semblait être une liste d'invités. Son expression est passée d'une neutralité professionnelle à une reconnaissance mal à l'aise. Ah, monsieur Carter. Oui, vous avez un arrangement de place spécial. Elle a hésité, clairement mal à l'aise. Si vous voulez bien me suivre. Elle m'a conduit non pas dans la grande salle de bal où des lustres en cristal scintillaient au-dessus de tables élégamment dressées, mais par une porte de service et dans un couloir bordé d'équipements de traiteurs. Au fond, partiellement caché derrière un paravent décoratif, se trouvait une petite table de bistrot avec une seule chaise.
Elle était positionnée directement à côté de 3 grandes poubelles en attente d'être enlevées, l'odeur distincte de nourriture jetée s'en dégageant. Un carton de placement écrit à la main indiquant « Amish » était posé à côté d'un gobelet en plastique et d'une serviette en papier. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit, sentant la chaleur monter à mon visage. La membre du personnel n'osait pas croiser mon regard. Je suis désolé, monsieur. Les arrangements de place ont été approuvés directement par la mariée. Peut-être pourriez-vous lui parler. Elle s'est dépêchée de partir avant que je puisse répondre, me laissant debout, incrédule, à côté de ma table spéciale. Les sons de rire et de verre qui s'entrechoquent provenaient de la salle de bal, un contraste saisissant avec le bourdonnement de la machine à glace à côté de moi et le passage occasionnel du personnel de service pressé, avec une curiosité à peine dissimulée. Je suis resté figé, essayant de comprendre la cruauté délibérée de cet arrangement. Ce n'était pas un oubli ou un aménagement de dernière minute. C'était une humiliation intentionnelle. La boîte du cadeau est soudainement devenue un poids de plomb dans la poche de ma veste. Que avais-je fait pour mériter cela? Qu'est-ce qui pourrait bien justifier une insulte aussi publique? Prenant une profonde inspiration, j'ai décidé de confronter Amanda directement. Je méritais au minimum une explication. Je suis retourné par le couloir de service et dans la salle de bal où les invités se mêlaient maintenant avec des cocktails. Amanda se tenait dans un cercle d'admirateurs, radieuse dans sa robe de mariée, riant à quelque chose que le père de Jacques avait dit. Je me suis approché lentement, attendant une pause dans la conversation. Quand elle m'a vu, son sourire a vacillé un instant avant de revenir, maintenant cassant et forcé. « Et, tu as réussi à venir. » Sa voix était artificiellement enjouée. « Pourrais-je te parler en privé un moment ?» J'ai gardé un ton neutre, conscient des regards curieux de ceux qui se trouvaient à proximité. « Je suis un peu occupé en ce moment, comme tu peux le voir. » Elle a fait un geste vague vers la réception. « C'est important. » À propos du plan de table. Ses yeux se sont légèrement durcis. Y a-t-il un problème? Tu sais qu'il y en a un. On m'a fait asseoir dans le couloir, à côté des poubelles. Quelques-unes de ses amies ont échangé des regards. L'une a mal réprimé un rire. Oh, ça, a dit Amanda d'un ton dédaigneux. Nous n'avions plus de place dans la salle de bal. Je suis sûr que tu comprends. Les Westfield avaient tellement d'invités importants à accueillir. Tu m'as mis dans le couloir, ai-je répété, luttant pour garder ma voix stable. Ton propre frère. Elle s'est penchée, baissant la voix. Honnêtement, Amish, sois reconnaissant d'être ici. Après tout ce que tu as fait subir à cette famille, tu as de la chance que je ne t'ai pas fait refouler à l'entrée. Je l'ai regardé, vraiment confus. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que j'aurais fait? Son sourire parfait n'a jamais vacillé, bien que ses yeux soient restés froids. Jouer l'innocent ne te va pas. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des invités à qui m'occuper. Des gens importants. On dirait que tu ne comptes plus comme un vrai membre de la famille. La cruauté désinvolte de ces mots m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas ma sœur. C'était une étrangère portant son visage. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Sans un mot de plus, je me suis retourné et je suis retourné à la table du couloir. J'ai ramassé le carton avec mon nom, je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans ma poche. Puis j'ai sorti la boîte du cadeau, je l'ai regardée une dernière fois et je l'ai remise dans ma veste. Avec une dignité tranquille, je suis retourné dans la salle de bal, passant devant des groupes d'invités rieurs, devant mes parents confus qui ont essayé de me faire signe de venir, devant Grace, dont les yeux se sont écarquillés d'alarme. Je suis allé directement à la sortie, sans jamais ralentir. Dans le grand foyer, j'ai failli entrer en collision avec Frank Westfield, qui revenait de ce qui semblait être un appel téléphonique. « Vous partez si tôt ?» a-t-il demandé, une inquiétude sincère dans la voix. Je n'étais pas le bienvenu, ai-je dit simplement. Amanda l'a bien fait comprendre. Ses yeux se sont plissés. Que s'est-il passé? Brièvement, j'ai expliqué le placement dans le couloir et la réponse d'Amanda. L'expression de Frank s'est assombrie. C'est inacceptable. Laissez-moi lui parler. S'il vous plaît, ne le faites pas, ai-je dit. Cela ne ferait que créer plus de drame. C'est sa journée. Un jour qu'elle regrettera, je suppose. Il m'a tendu sa carte de visite. J'aimerais poursuivre notre conversation un de ces jours. J'ai le sentiment qu'il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît.
J'ai empoché la carte et j'ai continué jusqu'au service de voiturier. Alors que j'attendais ma voiture, j'ai entendu une agitation à l'intérieur, des voix qui s'élevaient, puis ce qui ressemblait à un cri. Je ne me suis pas retourné. Quoi qu'il se passe, ce n'était plus mon problème. Le voiturier a amené ma voiture et je lui ai glissé un pourboire de 20 $. Extravagant pour mon budget, mais étrangement satisfaisant sur le moment. En m'éloignant du Lakeshore Grand, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Humiliation, colère, chagrin, mais aussi, étonnamment, un soulagement. La sœur que j'avais aimée avait disparu, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Reconnaître cette vérité était étrangement libérateur. Je venais de m'engager sur l'autoroute quand mon téléphone a commencé à vibrer de textos et d'appels. Je les ai tous ignorés et j'ai continué à conduire. Incertain de ma destination, mais certain que je m'éloignais de la douleur pour aller vers quelque chose de nouveau. J'ai fini au parc Lakeside, un endroit calme où Amanda et moi avions passé d'innombrables journées d'été quand nous étions enfants. La soirée de printemps devenait fraîche, mais je me suis quand même assis sur un banc surplombant l'eau, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Mon téléphone continuait de vibrer dans ma poche. 12 appels manqués et 27 messages textes dans l'heure qui a suivi mon départ du mariage. Finalement, j'ai vérifié les textos. La plupart venaient de Grèce. Où es-tu? Amanda panique. Il s'est passé quelque chose avec l'oncle de Jacques. Appelle-moi dès que possible. Mes parents avaient chacun laissé des messages vocaux, leur ton radicalement différent. Maman semblait inquiète et confuse. Papa semblait en colère, bien que l'on ne sache pas si c'était contre moi ou Amanda. J'étais sur le point d'appeler Grèce quand mon téléphone a de nouveau sonné. C'était elle. Et, Dieu merci. Où es-tu? Au parc, près du lac. Qu'est-ce qui se passe? Tout a explosé après ton départ. Oncle Frank a confronté Jacques à propos de ton placement, ce dont Jacques ne savait apparemment rien. Puis il a annoncé à tout le monde à proximité qu'il reconsidérait sa position d'investissement, compte tenu du caractère démontré aujourd'hui. Amanda a complètement paniqué. Position d'investissement? Oui. Il s'avère que Frank est le principal bailleur de fonds du cabinet d'avocats où Amanda et Jacques sont censés commencer à travailler après la lune de miel. Amanda a littéralement crié quand elle a découvert qui il était. Puis elle a commencé à blâmer Stacy pour l'idée du placement, ce que Stacy a nié. C'est un désordre total. J'ai absorbé cette information en silence. Le karma avait été rapide, mais je n'en tirais aucun plaisir. Je viens te chercher, a dit Grèce. Ne bouge pas. 20 minutes plus tard, la voiture de son petit ami s'est garée sur le parking. Grèce s'est précipitée et m'a enveloppé dans une étreinte féroce. Je suis tellement désolé, a-t-elle murmuré. Je n'avais aucune idée que ce serait si grave. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais pas à ce point. Nous nous sommes assis ensemble sur le banc. La soirée devenait de plus en plus sombre autour de nous. Pourquoi, ai-je finalement demandé. Qu'est-ce que j'aurais fait qui justifiait de me traiter comme un déchet? Grèce avait l'air mal à l'aise. Elle a raconté différentes histoires. Au Westfield, elle a dit que tu avais des problèmes d'addiction et qu'on ne pouvait pas te faire confiance près d'un bar ouvert. À ses amis de la faculté de droit, elle a laissé entendre que tu avais des limites inappropriées et que tu la mettais mal à l'aise. À Stacy et aux demoiselles d'honneur, elle a dit que tu avais volé de l'argent à nos parents et que tu venais seulement au mariage pour en demander plus. Chaque fabrication ressemblait à un autre couteau dans mon dos. Rien de tout cela n'est vrai, même de loin. Je le sais. Maman et papa le savent. Mais Amanda était si déterminée à se présenter comme quelqu'un qui a surmonté un passé difficile. Elle avait besoin de méchants dans son histoire d'origine. Tu es devenu le principal. Nous avons été interrompus par mon téléphone qui sonnait à nouveau. Nos parents. Nous devons aller chez eux, a dit Grèce. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Amanda et Jacques sont là aussi. L'idée d'affronter à nouveau Amanda sitôt me serrait l'estomac, mais j'ai hoché la tête. Cette confrontation était inévitable. La modeste maison de 2 étages de nos parents avait l'air exactement comme toujours. La balançoire du porche où Amanda et moi avions partagé nos rêves, toujours suspendus légèrement de travers. Les parterres de fleurs de maman, soignaient mes pattes à pas accent grave l'œil. La vieille Buick de papa dans l'allée. C'était surréaliste de revenir ici directement du monde fantastique et opulent du mariage d'Amanda.
À l'intérieur, les voix s'élevaient déjà. Dans le salon, Amanda, toujours dans sa robe de mariée, bien que maintenant avec du mascara coulant sur son visage, gesticulait sauvagement. Jacques était assis raidement à côté d'elle sur le canapé. Nos parents se tenaient près de la cheminée, l'air abasourdi. Tout le monde s'est tu quand Grace et moi sommes entrés. Amish, a commencé maman, s'avançant. Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu quitté le mariage? Avant que je puisse répondre, Amanda est intervenue. Il a fait une scène. Il m'a embarrassé devant tout le monde parce qu'il n'était pas assis à la table d'honneur. C'était complètement égoïste. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit doucement. Dis-leur où j'étais assis, Amanda. Nous avions un espace limité dans la salle de bal. On m'a mis à une petite table dans le couloir de service, à côté des poubelles, ai-je interrompu, regardant directement nos parents. Mon couvert était une serviette en papier et un gobelet en plastique. Tous les autres invités étaient dans la salle de bal à de vraies tables. La main de maman est allée à sa bouche. L'expression de papa s'est assombrie. Ce n'est pas possible, a-t-il dit. Demandez à n'importe quel membre du personnel, ai-je répondu. Demandez à Grace. Quand j'ai confronté Amanda, elle m'a dit que je devrais être reconnaissant d'être invité et que je ne compte plus comme un vrai membre de la famille. Tous les yeux se sont tournés vers Amanda, qui a soudainement semblé se dégonfler. Ce n'était pas mon idée, a-t-elle dit faiblement. Stacy pensait. Arrête de mentir, a coupé Grace. Je vous ai entendu, toi et Stacy, parler de la farce du siège dans le couloir ce matin. Vous en riez. L'expression d'Amanda s'est durcie. Très bien. Oui, j'ai mis Amish dans le couloir. Il le méritait après avoir essayé de saboter ma relation avec Jacques. De quoi parles-tu, ai-je exigé. Je n'ai jamais rien fait pour saboter votre relation. Tu as dit à la famille de Jacques que je venais de rien, que notre famille était pauvre et avait du mal à joindre les deux bouts. Un silence confus a rempli la pièce. Amanda, a dit Jacques prudemment. Amish n'a jamais parlé à ma famille avant aujourd'hui. C'est toi qui m'as parlé de ton passé, ce avec quoi je n'ai jamais eu de problème. Mais oncle Frank a dit. Oncle Frank a fait ses propres recherches quand nous avons annoncé nos fiançailles. Il fait des recherches sur toutes les personnes avec qui il pourrait potentiellement faire des affaires. C'est juste sa façon d'être. Amanda avait l'air accablée. Alors, Amish n'a pas, je n'ai rien fait d'autre que te soutenir, ai-je dit. J'ai payé ton premier semestre de droit. J'ai conduit 3 heures pour t'aider à étudier quand tu échouais en droit des sociétés. Je t'ai laissé vivre avec moi pendant 2 semaines quand Jacques a rompu avec toi en 2e année. Nos parents nous regardaient, la confusion évidente. Amanda, a dit lentement maman. As-tu menti à propos de Amish? La pièce est devenue douloureusement silencieuse. Finalement, Amanda a parlé, sa voix petite. Je devais me distancier de mon passé pour m'intégrer dans le monde de Jacques. Les Westfield sont si polis, si parfaits. Mon passé, notre passé, me semblait embarrassant en comparaison. Alors tu as inventé des histoires sur mes problèmes d'addiction, sur le fait que je volais nos parents? Je ne pouvais pas cacher la douleur dans ma voix. Tu as dit aux gens quoi? La voix de papa s'est élevée brusquement. Amanda a commencé à pleurer pour de bon maintenant. Je suis désolé. C'est devenu incontrôlable. Un petit mensonge en a entraîné un autre, et bientôt je ne pouvais plus rien retirer sans avoir l'air d'une fraude complète. Tu es une fraude complète, ai-je dit doucement. La sœur que je connaissais n'aurait jamais fait ça. Jacques s'est levé soudainement. Je pense qu'Amanda et moi avons besoin de temps pour parler en privé. Son expression était soigneusement contrôlée, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Ce n'est pas pour ça que j'ai signé. Ils sont partis dans la cuisine, leur conversation à voix basse mais intense, audible mais pas intelligible. Mes parents se sont approchés de moi, les excuses et la confusion se mêlant dans leurs expressions. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure de la transformation progressive d'Amanda, des histoires qu'elle avait apparemment racontées, de la débâcle du mariage. Des griefs et des malentendus des dernières années ont émergé, peignant le portrait d'une sœur qui avait systématiquement effacé son passé et l'avait remodelé en quelque chose qu'elle trouvait plus acceptable pour sa nouvelle vie. Plus tard, alors que Grace me ramenait à mon appartement, je me sentais émotionnellement vidé, mais d'une certaine manière plus léger. La vérité était douloureuse, mais elle était maintenant révélée. « Que vas-tu faire » a-t-elle demandé alors que nous nous arrêtions devant mon immeuble.
Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais quoi qu'il arrive ensuite, au moins ce sera basé sur la vérité, pas sur des mensonges. Ce que je ne savais pas alors, c'est que le tissu de tromperie d'Amanda était sur le point d'avoir des conséquences bien au-delà de nos relations familiales. Des conséquences qui affecteraient ma carrière, ma réputation et, finalement, le cours de toutes nos vies. Le lundi matin est arrivé avec le bourdonnement strident de mon réveil à 6h30. Un instant, j'ai envisagé de me porter malade. L'épuisement émotionnel du week-end pesait lourdement sur mes épaules. Et l'idée d'arborer un visage professionnel semblait presque impossible. Mes 5 ans chez Preston Financial Partners m'avaient appris la valeur de se présenter, surtout quand c'était difficile. J'avais passé le dimanche à ignorer les appels d'Amanda et à répondre aux appels inquiets de nos parents. Personne n'avait eu de nouvelles de Jacques depuis qu'Amanda et lui avaient quitté la maison de nos parents. Selon maman, Amanda s'était temporairement installée dans leur chambre d'amis, refusant de discuter de ce qui s'était passé après leur départ. Les bureaux de Preston Financial occupaient 3 étages d'un élégant immeuble du centre-ville. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient au 22e étage, j'ai redressé ma cravate et j'ai essayé de chasser le drame familial de mon esprit. J'avais des réunions avec des clients prévus et des examens de portefeuille à effectuer, des responsabilités du monde réel qui n'attendraient pas que les crises personnelles se résolvent. Je venais de m'installer à mon bureau quand mon assistante Diane est apparue à la porte, son expression inquiète. « Amish, Marcus veut te voir dans la salle de conférence. » Tout de suite. Marcus Preston était l'associé fondateur et non quelqu'un qui faisait des demandes à la légère. Une réunion sans préavis dès le lundi matin était inhabituelle. A-t-il dit de quoi il s'agissait? Diane a secoué la tête. Non, mais l'équipe de direction est là. Et le service juridique. Mon estomac s'est noué. En 5 ans de travail chez Preston, je n'avais jamais été convoqué à une réunion avec le service juridique. La salle de conférence principale était sinistrement silencieuse quand je suis entré. Marcus était assis en bout de table, flanqué de notre directeur des opérations et de notre directeur juridique. 3 autres associés occupaient des chaises le long d'un côté. Amish. Marcus a fait un signe de tête vers une chaise vide. Veuillez vous asseoir. J'ai obéi, mon esprit passant en revue les possibilités. Avais-je commis une grave erreur sur le compte d'un client, violé une réglementation de conformité? Rien ne me venait à l'esprit. Nous avons reçu un appel préoccupant, a commencé Marcus, son ton soigneusement neutre. De Gerald Westfield. Le nom m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Gerald Westfield, le père de Jacques, associé principal chez Westfield, Bronson & Taylor, est l'un des avocats les plus influents de l'État. Gerald m'a contacté personnellement ce matin, a poursuivi Marcus. Il a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à votre implication dans la fusion Atkinson. La fusion Atkinson était notre plus grand projet en cours, une affaire de 50 millions de dollars sur laquelle je travaillais depuis des mois. La famille Atkinson vendait son entreprise de fabrication de 3e génération, et j'avais aidé à structurer les aspects financiers de l'acquisition. Quelles inquiétudes, ai-je demandé, en gardant ma voix stable. Notre directrice juridique, Sandra, a fait glisser un dossier sur la table. Monsieur Westfield allègue que vous avez des problèmes personnels qui compromettent votre jugement professionnel. Plus précisément, il prétend que vous avez des antécédents d'improbité financière et de problèmes d'abus de substances qui vous rendent inapte à gérer des affaires de clients sensibles. J'ai senti le sang quitter mon visage. Les mensonges d'Amanda m'avaient suivi au travail. C'est complètement faux, ai-je dit. Tout. Je n'ai jamais eu de problème d'abus de substances, et je n'ai certainement jamais commis d'improbité financière. L'expression de Marcus est restée impassible. Gerald Westfield n'est pas quelqu'un qui lance des accusations à la légère. Il a indiqué que ses inquiétudes venaient d'un membre de la famille ayant une connaissance directe. Ma sœur, ai-je dit sèchement, qui vient d'épouser son fils. Une vague de surprise a traversé plusieurs visages. Vous êtes lié au Westfield, a demandé notre directeur des opérations. Depuis samedi, par mariage seulement. Et c'est là que réside le problème. J'ai pris une profonde inspiration et je leur ai donné la version condensée des événements du week-end, du placement dans le couloir à la confrontation chez mes parents. J'ai expliqué les histoires fabriquées d'Amanda et ses motivations apparentes. Quand j'ai eu fini, la pièce est restée silencieuse un moment. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, a finalement dit Marcus. Mais Gerald Westfield a une influence considérable.
Les Atkinson ont spécifiquement demandé que son cabinet s'occupe des aspects juridiques de la fusion. S'il les pousse à remettre en question votre implication, nous pourrions perdre toute l'affaire, a terminé Sandra. Sur la base de mensonges complets, ai-je souligné, la frustration montant. Je n'ai jamais donné à quiconque dans ce cabinet de raison de douter de mon caractère ou de ma compétence. Non, vous ne l'avez pas fait, a convenu Marcus. Votre travail a été exemplaire. Mais la perception compte dans ce métier. Et en ce moment, la perception d'un coin très influent est problématique. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. L'injustice de la situation rendait ma voix tendue. Marcus a échangé des regards avec les autres dirigeants. Nous devons envisager nos options. En attendant, nous pensons qu'il est préférable que vous vous retiriez du travail en contact avec le client sur l'affaire Atkinson. Ce n'était pas tout à fait une suspension, mais ça y ressemblait. J'ai hoché la tête raidement et je me suis levé pour partir, la colère et l'humiliation me brûlant la poitrine. Amish, a appelé Marcus alors que j'atteignais la porte. Pour ce que ça vaut, je crois votre version des faits. Mais nous devons gérer cela avec soin. J'ai passé le reste de la matinée dans mon bureau, la porte fermée, alternant entre la fureur et l'incrédulité. Les mensonges d'Amanda ne nuisaient plus seulement aux relations familiales. Ils menaçaient ma carrière. J'avais travaillé incroyablement dur pour bâtir ma réputation chez Preston, passant d'innombrables nuits tardives et week-ends, dépassant chaque indicateur de performance. L'idée de tout perdre à cause des insécurités de ma sœur était insupportable. Vers 11 heures, Diane a frappé doucement à ma porte. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il est assez insistant. J'ai levé les yeux, m'attendant peut-être à mon père ou même à Jacques. Au lieu de cela, Frank Westfield se tenait à l'entrée de mon bureau, sa silhouette compacte remplissant l'espace. « Monsieur Westfield », ai-je dit en me levant rapidement. « C'est inattendu. »« Frank, s'il vous plaît. » Et je m'excuse pour l'intrusion. Il est entré sans attendre d'invitation, prenant place en face de mon bureau. Je comprends que mon frère a fait des vagues. J'ai hésité, ne sachant pas quoi dire à l'oncle de Jacques, malgré sa sympathie apparente au mariage. Frank a agité la main d'un air dédaigneux. Ne vous souciez pas d'être diplomate. Gérald et moi avons des approches différentes d'eux. Eh bien, de tout. Ça a toujours été le cas. Puis-je vous demander de quoi il vous a accusé? Prudemment, j'ai résumé la réunion du matin et les allégations soulevées. L'expression de Frank s'est assombrie. Je vois que la créativité de ma nièce s'étend au-delà des plans de table de mariage. Il s'est penché en avant. Amish, je vous dois des excuses. Si je n'avais pas fait une telle scène au mariage, Gérald n'aurait peut-être pas ressenti le besoin de riposter. Vous n'avez rien à vous excuser. Vous avez été le seul à me défendre. Peut-être, mais j'aurais pu gérer cela plus discrètement. Il a redressé sa cravate pensivement. La question maintenant est de savoir comment régler ce gâchis. Avant que je puisse répondre, mon téléphone de bureau a sonné. C'était l'assistante de Marcus qui demandait ma présence immédiate dans la salle de conférence exécutive. Il semble que la situation évolue, ai-je dit à Frank. On me convoque à l'étage. Timing parfait, a dit Frank en se levant. Je vous accompagne. Ce n'est peut-être pas approprié. Croyez-moi, mon fils. Dans des situations comme celle-ci, avoir les bons alliés compte plus que le protocole. La salle de conférence exécutive était l'espace le plus impressionnant de Preston Financial. Des fenêtres du sol au plafond offrant des vues panoramiques sur la ville. Une immense table en acajou brillant sous un éclairage encastré. Quand Frank et moi sommes entrés, les dirigeants assemblés se sont tus de surprise. Marcus s'est ressaisi le premier. Monsieur Westfield, nous ne vous attendions pas, Frank, s'il vous plaît. Et je m'excuse pour l'interruption, mais quand j'ai entendu parler de l'appel de mon frère ce matin, je me suis senti obligé d'intervenir. Il a balayé la pièce du regard avec la confiance tranquille de quelqu'un habitué à commander l'attention. Je comprends que Gérald a soulevé des inquiétudes quant à l'implication de Amish dans la fusion Atkinson. Marcus a hoché la tête prudemment. Il a exprimé quelques réserves. Oui, sur la base d'informations de ma nouvelle nièce par alliance, sans aucun doute. Frank s'est installé dans une chaise vide. Des informations qui sont, pour le dire crûment, entièrement fabriquées. Nous avons entendu la version de Amish, a objecté notre directeur des opérations.
Mais l'implication du cabinet Westfield avec les Atkinson complique les choses. Le cabinet Westfield, a dit Frank avec soin, n'est pas un monolithe. Mon frère est peut-être la figure de proue, mais je suis l'investisseur principal. Je le suis depuis que je l'ai aidé à s'agrandir il y a 15 ans. Il s'est tourné vers moi. Ce que Hamish ne sait peut-être pas, c'est que je m'inquiète de certaines pratiques au sein du cabinet depuis un certain temps. Des pratiques qui impliquent les jeunes associés que Jacques a recrutés, y compris sa nouvelle femme. La pièce est devenue très silencieuse. Quel genre de pratique ? A demandé Sandra, son esprit juridique s'engageant clairement. Rien de définitivement contraire à l'éthique pour l'instant. Mais il y a un schéma de technique de développement de clientèle qui frôle les limites de la divulgation appropriée et du conflit d'intérêts. L'expression de Frank était grave. J'enquêtais déjà lorsque l'incident du mariage s'est produit. Le traitement de Hamish m'a semblé symptomatique d'un problème de caractère plus large au sein de ce cercle particulier. La façon dont nous traitons ceux dont nous pensons qu'ils ne peuvent pas nous être utiles en dit plus que la façon dont nous traitons ceux que nous souhaitons impressionner. Marcus s'est penché en avant. Suggérez-vous que l'appel de Gérald ce matin était une attaque préventive ? A terminé Frank. Il suppose probablement que j'ai parlé à Hamish au mariage et que j'ai révélé mes inquiétudes. Ce serait sa façon de discréditer tout lanceur d'alerte potentiel. Je suis resté assis, stupéfait. La situation avait escaladé bien au-delà du drame familial pour devenir une potentielle faute professionnelle. Frank s'est tourné vers moi. Je veux être clair, Hamish. Je n'ai aucune preuve que votre sœur soit directement impliquée dans quoi que ce soit d'incorrect, mais elle s'est alignée sur des personnes en qui je n'ai plus confiance. Et sa volonté de fabriquer des histoires nuisibles sur son propre frère suggère un manque troublant de limites éthiques. La réunion s'est poursuivie pendant une autre heure, Frank fournissant plus de contexte sur ses préoccupations concernant le cabinet Westfield. À la fin, non seulement j'ai été entièrement réintégré dans l'affaire Atkinson, mais Marcus envisageait de transférer toutes les affaires de Preston Financial loin de Westfield, Bronson & Taylor. Alors que Frank et moi marchions vers les ascenseurs par la suite, j'avais du mal à digérer tout ce qui s'était passé. « Pourquoi m'aidez-vous » ai-je finalement demandé. « Vous me connaissez à peine. » Frank a souri légèrement. « J'en sais assez. J'ai passé 40 ans dans les affaires à développer un bon sens du caractère. Vous l'avez. Mon neveu, malgré ses avantages, ne l'a pas. Ni sa nouvelle femme, apparemment. Elle n'a pas toujours été comme ça, ai-je dit doucement. Peu de gens naissent calculateurs, a convenu Frank. Mais les choix que nous faisons nous façonnent, un compromis à la fois. L'ascenseur est arrivé, et il est monté à l'intérieur. En parlant de choix, j'ai une proposition à vous faire. Pas aujourd'hui. Vous avez assez à digérer. Mais bientôt. Ma carte a mon numéro personnel. Appelez-moi quand les choses se calmeront. Alors que les portes se fermaient entre nous, j'ai réalisé que la journée avait entièrement transformé ma situation. La menace sur ma carrière avait été neutralisée, mais la révélation de problèmes potentiels au sein du cabinet de Jacques et Amanda soulevait de nouvelles questions. Dans quoi ma sœur s'était-elle exactement impliquée? Et quelle proposition Frank Westfield avait-il en tête? Je suis retourné à mon bureau, l'esprit en ébullition. Quoi qu'il arrive ensuite, une chose était claire. Les retombées du mariage d'Amanda étaient loin d'être terminées. 3 semaines se sont écoulées dans un tourbillon de travail et de dynamique familiale délicate. La fusion Atkinson a progressé avec succès, Frank Westfield recommandant personnellement un autre cabinet d'avocats pour gérer les aspects juridiques. Ma position chez Preston Financial était non seulement sûre, mais renforcée par l'approbation évidente de Frank. Amanda est restée chez nos parents tandis que Jacques aurait temporairement emménagé dans un hôtel. Aucun des deux ne répondait aux appels de l'autre. Selon Grace, qui s'était autoproclamée coordinatrice de la communication familiale, nos parents marchaient sur des œufs, essayant de soutenir Amanda tout en reconstruisant leur relation avec moi. J'avais maintenu une distance prudente de toute la situation, me concentrant sur le travail et déclinant les invitations à des dîners de famille. La blessure de la trahison d'Amanda était encore trop fraîche, l'humiliation publique trop récente. Mais à la 3e semaine, l'évitement ne semblait plus tenable. Frank Westfield avait appelé 2 fois, faisant allusion à des informations que je devais entendre sur la situation d'Amanda. Grace envoyait des textos de plus en plus urgents sur une intervention familiale. Même Marcus avait gentiment suggéré que des problèmes personnels non résolus pourraient éventuellement affecter ma performance professionnelle.
C'est ainsi qu'un mercredi après-midi pluvieux, j'ai finalement appelé Frank et j'ai accepté de le rencontrer à son bureau en centre-ville. Contrairement à l'imposant siège du cabinet Westfield, le bureau personnel de Frank se trouvait dans un espace industriel reconverti, avec des murs en briques apparentes, des sols en béton poli et des fenêtres du sol au plafond donnant sur la rivière. Son assistante, une femme d'une 60aine d'années très pragmatique, m'a conduit directement à son bureau privé. Frank m'a accueilli avec une poignée de main ferme. « Et, content de vous voir. Un café ?» J'ai accepté et nous nous sommes installés dans de confortables fauteuils en cuir près des fenêtres. J'ai recueilli des informations, a dit Frank sans préambule. Sur la situation au cabinet de mon frère. Spécifiquement concernant l'équipe de Jacques et Amanda, ai-je ajouté. Oui, bien que son rôle semble plus périphérique que je ne le craignais au départ. Il a fait glisser un dossier sur la petite table entre nous. Ce que j'ai trouvé, c'est un schéma de pratiques agressives de développement de clientèle. Pas tout à fait illégal, mais certainement contraire à l'éthique selon les normes de l'industrie. J'ai ouvert le dossier pour trouver des impressions de mai, des rapports financiers et ce qui semblait être des mémos internes. Jacques a dirigé une équipe de jeunes associés pour cibler des clients potentiels déjà représentés par des cabinets concurrents, a expliqué Frank. Ils ont utilisé des informations privilégiées obtenues par le biais de relations sociales pour identifier les vulnérabilités dans les relations avocat-client existantes. Est-ce illégal ? Ai-je demandé en parcourant les documents. Pas explicitement, mais cela viole les directives éthiques de l'association du barreau américain et pourrait entraîner des sanctions. Plus important encore, cela crée une culture du travail bâclé qui mène inévitablement à des violations plus graves. L'expression de Frank était grave. J'ai investi dans le cabinet de mon frère pendant des décennies, mais je ne serai pas associé à cette approche des affaires. J'ai déjà commencé à désinvestir. Qu'est-ce que cela a à voir avec Amanda ? Frank s'est adossé à son fauteuil. Votre sœur semble avoir été recrutée spécifiquement en raison de son empressement à faire ses preuves et de son manque de relations existantes dans le milieu juridique. On lui a confié la tâche de socialiser avec les conjoints et les membres de la famille des clients potentiels, recueillant des informations que l'équipe de Jacques peut utiliser. La prise de conscience m'a frappé. C'est pour ça qu'elle était si désespérée de se distancier de notre famille. Elle se créait une nouvelle personnalité qui plairait à ses cercles sociaux. Précisément. Et quand vous êtes resté un lien avec son véritable passé, vous êtes devenu un inconvénient pour le récit. Je suis resté assis avec cette information, essayant de traiter ses implications pour Amanda. Il y a plus, a dit Frank doucement. Le vote pour le partenariat du cabinet a lieu le mois prochain. Gérald a promis à Jacques et Amanda des promotions rapides au rang d'associés lorsqu'ils ont rejoint le cabinet, mais à la lumière de mon enquête et de mon désinvestissement ultérieur, ces promesses sont maintenant en péril. À quel point sont-ils en difficulté professionnellement ? Ils pourraient faire face à des examens du comité d'éthique, voire à une suspension de leur licence dans le pire des cas. Financièrement, le partenariat aurait doublé leurs salaires actuels et fourni une participation aux bénéfices. Sans cela, ils font face à un ajustement de style de vie significatif, surtout compte tenu des dépenses du mariage et de la maison qu'ils ont achetée. J'ai pensé au mariage élaboré, au lieu de luxe, aux dizaines d'invités importants. À quel point Amanda et Jacques s'étaient-ils surendettés en se basant sur des promesses de partenariat et de prospérité ? Que comptez-vous faire ? Ai-je demandé. Cela dépend en partie de vous, a répondu Frank. J'ai déjà parlé à mon frère. Gérald sait que je suis au courant des problèmes éthiques et que je retire mon investissement. Ce qu'il ne sait pas, c'est si je prévois de déposer des plaintes officielles auprès de l'association du barreau. Et le ferez-vous ? Frank m'a étudié un moment. Je crois aux conséquences, Amish, mais je crois aussi aux secondes chances quand il y a un potentiel de changement sincère. Jacques est mon neveu malgré ses mauvais choix. Et Amanda est votre sœur. J'ai alors compris ce qu'il suggérait. Vous voulez que je la confronte avec ces informations, pour lui donner une chance de rectifier le tir avant que des plaintes officielles ne soient déposées. Je veux que vous décidiez de ce qui serait le plus constructif. La vengeance peut sembler satisfaisante sur le moment, mais elle ne construit que rarement quelque chose de valable. J'ai quitté le bureau de Frank avec le dossier de preuve et un lourd sentiment de responsabilité. Ce qu'Amanda m'avait fait était profondément personnel et blessant. Mais voulais-je être l'instrument de la destruction potentielle de sa carrière ? Cela apporterait-il une véritable résolution ou ne ferait-il que perpétuer le cycle du mal ? Après une nuit de contemplation agitée, j'ai pris ma décision. Le lendemain matin,
j'ai appelé Amanda directement pour la première fois depuis le mariage. Amish. Sa voix était petite et incertaine. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Nous devons parler. Pas chez maman et papa. Quelque part de neutre. Une hésitation. D'accord. Où? Le café près de ton bureau. Midi aujourd'hui. Elle a accepté sans discuter, ce qui en soi indiquait à quel point les choses avaient changé. L'Amanda d'avant le mariage aurait insisté pour choisir le lieu, l'heure, contrôlant chaque aspect de l'interaction. Le café était bondé à l'heure du déjeuner quand je suis arrivé. J'ai choisi une table dans le coin arrière, loin du passage principal, et j'ai commandé un café noir. Amanda est arrivée à midi pile, son apparence bien différente de la mariée radieuse d'il y a 3 semaines. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un simple chemisier et un pantalon. Son maquillage était minimal, ses cheveux tirés en une simple queue de cheval. Elle avait l'air plus jeune, plus vulnérable, et étonnamment similaire à la sœur avec qui j'avais grandi. Elle s'est assise en face de moi, les mains enroulées autour d'une tasse de thé. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. C'est moi qui t'ai appelé, ai-je fait remarquer. N'empêche. Après tout, je ne t'aurais pas blâmé de me rayer complètement de ta vie. Elle a levé les yeux, croisant mon regard pour la première fois. Je suis tellement désolé, Amish. Ce que j'ai fait était impardonnable. Je l'ai étudié, essayant de jauger la sincérité de ses excuses. Pourquoi l'as-tu fait? Vraiment? Elle est restée silencieuse un long moment. Ça a commencé petit. Quand j'ai rencontré la famille de Jacques pour la première fois, j'étais intimidé par leur richesse, leur relation. Je voulais m'intégrer, alors j'ai un peu enjolivé mon passé. J'ai fait paraître notre famille plus établie que nous ne l'étions. C'est compréhensible, ai-je dit. Mais comment es-tu passé de ça à raconter que j'avais des problèmes d'addiction et que je volais nos parents? Les yeux d'Amanda se sont remplis de larmes. Le père de Jacques a commencé à poser des questions spécifiques sur ma famille. Il a clairement fait savoir qu'ils enquêtaient sur mon passé avant de m'accueillir dans leur famille. J'ai paniqué. Je savais qu'ils ne trouveraient rien de négatif sur moi. J'ai toujours été la parfaite. Mais toi? Je n'ai jamais eu de problème non plus, ai-je dit sèchement. Je sais, mais tu es plus authentique, plus toi-même. Tu ne te soucies pas d'impressionner les gens ou de correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait du succès. J'avais peur qu'ils le voient et l'utilisent d'une manière ou d'une autre contre moi. Elle a essuyé une larme. Alors, j'ai créé un récit où j'étais la responsable qui avait surmonté une situation familiale difficile. C'était plus facile que d'admettre que j'avais honte de ne pas venir d'un milieu aisé. Et le plan de table du mariage? Elle a baissé les yeux. C'était après que le père de Jacques ait commencé à soulever des inquiétudes au sujet du partenariat. Il a suggéré que le mariage était un test de notre acumène social, de notre capacité à gérer des relations importantes. J'étais terrifié que quelque chose aille de travers. Et Stacy a suggéré. Mon Dieu, ça semble si horrible maintenant. Elle a suggéré de créer une perturbation contrôlée, quelque chose qui montrerait à la famille de Jacques à quel point nous pouvions bien gérer les problèmes. En m'humiliant. Oui. Sa voix s'est brisée. Je me suis convaincu que tu comprendrais d'une manière ou d'une autre, que ce n'était qu'un jour, que tout mon avenir était en jeu. Mais quand j'ai vu ton visage, j'ai su que j'avais franchi une ligne que je ne pourrais jamais effacer. J'ai sorti le dossier de Frank et je l'ai posé sur la table entre nous. Sais-tu ce que c'est? Elle a secoué la tête. Des preuves de violations éthiques chez Westfield, Bronson & Taylor, impliquant spécifiquement l'équipe de Jacques et leur méthode d'acquisition de clients. La couleur a quitté le visage d'Amanda. Où as-tu eu ça? Frank Westfield, l'oncle de Jacques, celui qui t'a confronté au mariage. Va-t-il déposer une plainte auprès de l'association du barreau? Ça dépend de quoi? De toi. De ta volonté de faire de vrais changements, pas seulement de t'excuser quand tu es prise. Amanda a regardé le dossier, puis m'a regardé. Que veux-tu que je fasse? D'abord, dis la vérité à Jacques. Toute la vérité. Sur ton passé, sur les mensonges que tu as racontés, sur le fait de m'utiliser comme bouc émissaire. Ensuite, vous devez tous les deux décider quel genre d'avocat, quel genre de personne vous voulez être. Frank est prêt à vous aider à passer à un cabinet avec de meilleures normes éthiques, mais seulement si vous vous engagez à un changement réel. Et si nous ne le faisons pas? Alors il dépose des plaintes officielles,
et vos carrières sont potentiellement terminées avant même d'avoir vraiment commencé. Les mains d'Amanda tremblaient légèrement alors qu'elle tendait la main vers le dossier. Puis-je prendre ça pour le montrer à Jacques? J'ai hoché la tête. Franck a des copies. Elle a rassemblé ses affaires pour partir, puis s'est arrêtée. Pourquoi fais-tu ça, Amish? Après ce que je t'ai fait, pourquoi m'aider? J'ai réfléchi attentivement à la question. Parce que je me souviens de la sœur qui partageait ses rêves avec moi sur la balançoire du porche. Parce que malgré tout, je crois que cette personne existe encore quelque part en toi. Et parce que continuer le cycle de la douleur ne nous guérira ni l'un ni l'autre. Les yeux d'Amanda se sont à nouveau remplis de larmes. Je ne mérite pas un frère comme toi. Non, ai-je convenu. Tu ne le mérites pas. Pas encore. Mais peut-être qu'un jour, tu le mériteras. Alors qu'elle partait, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, une douleur persistante, un espoir prudent et un sentiment de paix inattendu. J'avais donné à Amanda une chance de rédemption, non pas parce qu'elle la méritait, mais parce que l'offrir était la bonne chose à faire. Ce qu'elle choisirait de faire de cette chance révélerait qui elle était vraiment, au-delà des façades et des fabrications. Ce que je n'avais pas prévu, c'est la rapidité avec laquelle tout allait se dérouler après cette rencontre, ni à quel point toutes nos vies seraient complètement transformées par les choix faits dans les jours à venir. 3 mois se sont écoulés, apportant avec eux un été de profonds changements. La confrontation au café avait déclenché une série d'événements qui ont remodelé toutes nos vies d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Le lendemain de notre rencontre, Amanda a montré le dossier à Jacques. Selon Grace, leur conversation a duré toute la nuit. Larmes, récriminations, vérité difficile enfin dite à voix haute. Le matin, ils avaient pris une décision qui a choqué tout le monde. Ils démissionneraient tous les deux de Westfield, Bronson & Taylor. Jacques a appelé directement son oncle Frank, admettant son implication dans les pratiques contraires à l'éthique et exprimant un remords sincère. Amanda a contacté nos parents, confessant tout, non seulement sur le mariage, mais sur tous les mensonges qu'elle avait racontés au fil des ans. Elle a même appelé une poignée d'amis communs pour corriger les faux récits qu'elle avait répandus à mon sujet. Les changements n'étaient pas seulement professionnels. Amanda et Jacques ont vendu leur maison chère, emménageant dans un appartement modeste pendant qu'ils réévaluaient leurs priorités. Ils ont reporté leur lune de miel indéfiniment, utilisant les acomptes remboursés pour commencer à rembourser les frais du mariage. Pendant ce temps, Frank Westfield a tenu sa promesse. Plutôt que de déposer des plaintes officielles, il a aidé Jacques et Amanda à trouver des postes dans un cabinet plus petit et plus éthique. Les postes étaient assortis de baisses de salaire importantes et sans perspective de partenariat, mais ils offraient quelque chose de plus précieux, la chance de reconstruire leur carrière sur des fondations d'intégrité plutôt que d'apparence. Quant à moi, la proposition de Frank s'est avérée être une opportunité d'affaires inattendue. Il avait été impressionné par mon travail sur la fusion Atkinson et par ma gestion de la crise familiale. Il m'a proposé de me soutenir dans le lancement de ma propre société de conseil financier, axée sur les petites et moyennes entreprises, le genre de clients souvent négligés par de plus grandes sociétés comme Preston. Après mûre réflexion, j'ai accepté. Nous avons lancé Carter Financial Partners en août, avec Frank comme associé silencieux et mentor. Le travail était exigeant mais profondément satisfaisant. Aider des entreprises familiales à gérer la planification de la succession, soutenir des entrepreneurs d'horizons divers, créer des stratégies financières qui privilégiaient la stabilité à long terme plutôt que les profits rapides. Ma relation avec Amanda est restée prudente mais en voie de guérison. Nous avons commencé par des appels téléphoniques hebdomadaires, puis nous sommes progressivement passés à des dîners occasionnels. La sœur que je me souvenais de l'enfance émergeait davantage à chaque conversation. L'intelligence vive maintenant tempérée par l'humilité. L'ambition équilibrée par un sens croissant du but au-delà du statut. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Une fraîche soirée d'octobre, 3 mois après le désastre du mariage. Nos parents avaient insisté pour organiser un dîner de famille afin de célébrer ma nouvelle entreprise. En arrivant dans leur allée, j'ai remarqué que la voiture d'Amanda était déjà garée devant. À l'intérieur, l'atmosphère était timidement festive. Maman avait préparé tous mes plats préférés, et papa avait accroché une bannière de félicitations peinte à la main dans le salon. Grace et son petit ami arrangeaient une petite pile de cadeaux sur la table basse. Jacques se tenait un peu maladroitement près de la fenêtre, cherchant encore sa place dans notre dynamique familiale, et Amanda était dans la salle à manger en train de mettre la table. Amish. Maman m'a enveloppé dans une étreinte féroce. Nous sommes si fiers de toi.
Merci, maman. J'ai rendu son étreinte, puis j'ai salué papa et Grace. Amanda s'est approchée en dernier, portant ce qui semblait être des cartons de placement. J'ai assigné les places, a-t-elle dit avec un petit sourire. J'espère que ça ne dérange pas, un temps de silence. Puis nous avons tous les deux ri, la blague partagée apaisant une partie de la tension persistante entre nous. Le dîner a été étonnamment confortable. Jacques, libéré de la pression d'impressionner, a révélé un sens de l'humour pince sans rire que je n'avais jamais vu auparavant. Mes parents ont partagé des histoires d'enfance embarrassantes. Grace a annoncé qu'elle avait été acceptée en master. Pendant tout ce temps, Amanda est restée visiblement silencieuse, observant les interactions avec une attention réfléchie. Alors que maman apportait le dessert, Amanda s'est levée et a tapé sur son verre pour attirer l'attention. J'aimerais dire quelque chose, si ça ne dérange pas, elle m'a regardé. Amish, je sais que ce dîner est censé célébrer ta nouvelle entreprise, et nous sommes tous incroyablement fiers de ce que tu construis. Mais je dois d'abord reconnaître quelque chose d'important. Elle a pris une profonde inspiration. Il y a 3 mois, j'étais tellement consumé par les apparences, par ce que les autres pensaient, que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. J'ai traité la personne qui m'avait toujours soutenu, qui a payé mes études, qui a célébré mes succès, qui m'a aidé à traverser mes échecs, comme si elle était jetable. Pire que jetable, comme si elle était une honte. La table était maintenant complètement silencieuse. J'ai passé ces mois à essayer de comprendre comment je suis devenu quelqu'un capable d'une telle cruauté, et j'ai réalisé que le succès ne signifie rien si vous sacrifiez votre intégrité pour l'atteindre. Elle a fait un geste vers la salle à manger autour de nous. Cette famille, la vérité, une connexion authentique. C'est ça, le vrai succès. Elle a attrapé une petite boîte sous la table, emballée dans du papier argenté avec un ruban bleu, identique au cadeau de mariage que j'avais repris ce jour-là. Je ne peux pas annuler ce que j'ai fait au mariage. Mais je peux le reconnaître, en tirer des leçons et essayer chaque jour d'être digne de la seconde chance qui m'a été donnée. Elle a posé la boîte à côté de mon assiette. Ce n'est pas la même chose que ce que j'ai perdu, mais j'espère que cela peut être un nouveau départ. Avec des mains incertaines, j'ai déballé le cadeau. À l'intérieur ne se trouvait pas la montre du grand-père que j'avais prévu de lui offrir, mais une nouvelle. Simple, élégante, et gravée au dos, le temps révèle le vrai caractère. Merci de m'avoir montré le mien. J'ai levé les yeux pour trouver Amanda qui me regardait anxieusement. C'est parfait, ai-je dit doucement. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé sur le porche avant avec Amanda, assis sur la vieille balançoire, comme nous l'avions fait d'innombrables fois en grandissant. La nuit était fraîche, les étoiles visibles au-dessus de nous dans le ciel clair d'automne. Tu te souviens quand nous planifions nos avenirs ici, a-t-elle demandé. Chaque détail, ai-je répondu. Tu allais être une avocate militante luttant pour la justice dans des batailles judiciaires spectaculaires. Elle a ri doucement. La réalité s'est avérée un peu différente. C'est souvent le cas. Es-tu heureux, Amish? Avec ta nouvelle entreprise, avec la façon dont les choses se sont terminées. J'ai examiné la question attentivement. Je le suis. Non pas parce que tout est parfait. Ce n'est pas le cas. Construire quelque chose à partir de zéro est plus difficile que prévu. Mais c'est à moi. Bâti sur mes valeurs. Aider le genre de personnes qui me tiennent à cœur. Ça compte plus que je ne le pensais. Je crois que je l'apprends aussi, a dit Amanda. Le nouveau cabinet n'est ni prestigieux ni riche. La plupart de nos clients sont des gens ordinaires avec des problèmes ordinaires, mais le travail semble propre, significatif. Elle m'a jeté un coup d'œil. Jacques change aussi. Tu pourrais vraiment l'apprécier si tu lui donnais une autre chance. J'y travaille, ai-je promis. Nous sommes tombés dans un silence confortable, la balançoire du porche grinçant doucement pendant que nous nous balancions. Tu sais à quoi j'ai pensé ces derniers temps, a finalement dit Amanda. À cette table dans le couloir, à côté des poubelles. À quel point elle symbolisait parfaitement ce que j'étais devenu. Quelqu'un prêt à jeter ce qui comptait pour ce qui impressionnait. Une justice poétique, ai-je convenu. La vie offre rarement des métaphores aussi parfaites. Elle s'est tournée pour me faire face directement. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment désolé, Amish, pour tout. Je sais que tu le es. Et je te pardonne. Non pas parce que ce que tu as fait était acceptable, mais parce que m'accrocher à la colère ne ferait que nous blesser tous les deux davantage.
Quand mon petit frère est-il devenu si sage? A-t-elle demandé avec un sourire triste. Probablement à peu près au même moment où ma grande sœur s'est souvenue de qui elle était vraiment. Alors que nous continuions à parler tard dans la nuit, j'ai réfléchi à l'étrange voyage des 3 derniers mois. De l'humiliation publique au mariage à la menace professionnelle au travail, de la confrontation à la réconciliation, nous avions tous été transformés d'une manière que nous n'aurions pas pu anticiper. Amanda ne serait plus jamais la grande sœur idéalisée de mon enfance. Mais peut-être pourrait-elle devenir quelque chose de plus précieux, une personne réelle, imparfaite mais consciente d'elle-même, capable à la fois d'erreurs terribles et d'une croissance authentique. Notre relation ne serait jamais parfaite, mais elle pourrait être authentique, basée sur la vérité plutôt que sur les apparences, sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. La vie offre peu de résolutions nettes. Les relations endommagées par la trahison ne guérissent pas du jour au lendemain. La confiance, une fois brisée, se reconstruit lentement par des actions constantes, et non par des gestes spectaculaires. Mais assis là, sur cette balançoire qui grince avec ma sœur, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau. L'espoir. Pas seulement pour sa rédemption, mais pour nous tous. L'espoir que nous pourrions apprendre de nos erreurs. Que nous pourrions choisir de meilleurs chemins à l'avenir. Que les moments les plus difficiles de nos vies pourraient devenir des catalyseurs pour la croissance la plus significative. Le siège dans le couloir du mariage était destiné à être mon humiliation. Au lieu de cela, il est devenu un tournant qui m'a libéré des attentes des autres et a ouvert la porte à une vie plus authentique. Parfois, s'éloigner d'un endroit où l'on n'est pas valorisé est le premier pas pour trouver sa véritable place. Si vous avez déjà fait face au rejet ou à la trahison de ceux qui auraient dû vous valoriser le plus, j'espère que mon histoire vous rappelle que de tels moments ne définissent pas votre valeur. Ils révèlent le caractère des autres, pas le vôtre. Et parfois, ce qui commence comme un chagrin d'amour peut devenir le fondement inattendu de quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez perdu. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une situation toxique pour préserver votre dignité? Comment cela a-t-il changé votre vie? Veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner. Et la chose la plus puissante que vous puissiez offrir est le pardon, même quand il n'est pas mérité.